Qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui pensent qu'il faut d'abord se former pendant des mois et être un expert avant de commencer la prospection? Alors moi je suis à l'inverse, je suis à l'école inverse puisque l'école de la startup et du digital, en fait, si vous faites ça, vous êtes mort. Je suis assez cash, mais si vous faites ça, vous êtes mort parce que tout évolue très très vite, tout est en permanence, en changement permanent. Et donc moi je conseille plutôt de faire, d'échouer, d'apprendre, de refaire, d'échouer, d'apprendre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il y aura un peu d'écho parce que, comme vous le savez, je viens d'emménager, il n'y a pas encore tous les meubles, les tapis, les rideaux, etc. Donc ça fait un peu vide, mais j'espère quand même que vous nous entendrez bien et que vous me comprendrez bien. Alors aujourd'hui, je reçois Guillaume, qui est un membre de Devenir Consultant depuis quelques mois maintenant et qui a de très bons résultats. Et à votre demande, parce que bon, je l'ai partagé un peu sur Instagram, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, si ce n'est pas le cas, le lien est en description. Et on a eu une grosse demande pour faire une interview, parler un peu de ce que tu fais, etc. Donc écoutez, on va aujourd'hui faire un point sur l'agence de Guillaume, sur comment il s'est lancé. Et on va aussi répondre à pas mal de questions que vous nous avez posées. On a une bonne trentaine de questions. Alors on va pas toutes les... Il y en a beaucoup qui se ressemblent de toute façon par rapport à la question clientèle. Mais on va en couvrir une bonne partie. Ça te va? C'est parfait. Parfait. Écoute, je te propose qu'on démarre tout simplement. Je te laisse te présenter toi personnellement. Ouais, alors bonjour à tous. Merci beaucoup à Valentin de m'accueillir à Montréal, ville magnifique que je conseille à tout le monde d'ailleurs. Moi je m'appelle Guillaume, j'ai 33 ans, je viens pas du tout du monde du consulting à la base. Je suis un industriel, dans l'industrie lourde, quelque chose de pas très sexy. Et j'ai voulu bifurquer justement un peu un dégoût de cette industrie et puis une envie de changement aussi. Et j'ai commencé à créer des startups dans divers secteurs, dans diverses activités, à la fois en France et à l'international. Et puis, suite à ces expériences-là, ça m'a amené donc en Amérique latine, en Amérique du Sud, où j'ai créé une dernière startup qui n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé un petit peu dans la difficulté. De retour en France, j'ai dû retrouver quelque chose à faire et c'est là où l'idée de mettre en place une stratégie de web marketing, mais exclusivement pour des TPE, PME, m'est venue à l'idée parce que on a cette capacité en start-up, en tech, dans la tech, à promouvoir du contenu, etc., via Facebook, Instagram, etc. Et je voulais mettre à disposition ces compétences, mon savoir-faire, surtout dans la partie stratégie, à des TPE et des PME. Et donc c'est ce qui m'est venu naturellement au début à faire de l'acquisition client. Et puis, moi, je suis un passionné de recrutement, un passionné du management, des ressources humaines. Et l'idée a été de dire, est-ce qu'on ne peut pas adapter ces méthodes du web marketing classique à des méthodes plus orientées recrutement, ressources humaines, à l'acquisition de candidats. Et donc c'est aujourd'hui mon activité principale qui me passionne et donc aujourd'hui j'ai des résultats qui sont assez satisfaisants, en tout cas qui moi me satisfont. On va en parler après, ouais, on va aller voir un peu tes résultats et comment tu les as atteints. Je reviens vite fait sur ta startup en Colombie. Tu as résumé en disant que c'est une startup qui n'a pas fonctionné. Alors il y a quand même eu tout un climat particulier avec le Covid, etc. Mais quand même, tu avais une équipe là-bas? Oui, en Colombie, j'ai adapté une startup que certains peut-être connaissent qui s'appelle Too Good To Go. Ça s'appelait Listo en Amérique latine. Et donc, c'est un projet qui a explosé littéralement dans les premiers mois en fait, de la mise en place de cette application. On est monté jusqu'à 17 personnes. On a fait une levée de fonds à 250 000 dollars via un fonds d'investissement américain. Et puis, comme tout le monde le sait, en mars 2020, Monsieur Covid est arrivé et j'ai perdu 80% de ma clientèle, ce qui a été fatal pour une entreprise qui était en début d'activité. Et donc, c'est retour en France et puis il a bien fallu que je me trouve pour occuper mes journées. Donc tu as quand même connu 17 personnes dans ton équipe, toute une question de mise en place de process, de management, etc. Tu es quand même passé par toutes ces étapes-là. Oui, exactement. Disons que
toute la partie process, en fait, la partie startup permet vraiment d'apprendre et on va dire de faire du test and learn, du test et de l'apprentissage sur les méthodes qu'on retrouve après dans des entreprises plus classiques. Ouais. Donc c'est une école qui est formidable. Ouais, ok. Et donc, si on en revient à ton agence, donc tu parles de recrutement, donc dis-nous concrètement à quoi ressemble ton agence, donc quels sont tes services, qu'est-ce que tu vends, qui est-ce que tu cibles? Alors ça, c'est des questions que vous m'avez beaucoup posées par Instagram. Donc, qui sont tes clients, les profils, tu vois, type d'entreprise, chiffre d'affaires, etc. Et qu'est-ce que tu leur vends? Ok. Alors, donc c'est une agence, ce n'est pas une agence de recrutement, c'est une agence d'acquisition candidat, donc une agence de sourcing RH. Alors je vous laisserai vous renseigner parce que c'est le recrutement, il y a beaucoup de choses. Ouais. Donc en gros, il y a deux pôles d'activité. Il y a un pôle attractivité, on va créer de la vidéo, du contenu. On va aussi repenser les annonces des entreprises pour les rendre plus sexy, pour leur donner envie aux candidats tout simplement de postuler dans telle ou telle entreprise. Et donc cette attractivité qu'on aura réussi à créer à travers de la création de contenu, on va le promouvoir sur ce que vous connaissez très bien, qui est Facebook, Instagram, mais on va plus loin sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux qui sont pertinents pour la recherche de candidats. Et donc on peut aller même encore plus loin avec du Google, etc. Et donc l'idée c'est vraiment ça, c'est d'avoir le package complet de l'attractivité et de la promotion. Mais toi, t'es pas un recruteur, t'es pas un RH, t'es pas là pour faire des entretiens, etc., etc. Donc on est vraiment dans, souvent j'en ai parlé dans Le Cercle, si pour ceux qui connaissent, c'est le recrutement sur le web. T'es vraiment dans j'attire les candidats et après c'est l'entreprise qui se débrouille en interne pour la sélection et le recrutement pur et dur. Exactement, on n'est pas une agence de recrutement. D'ailleurs, ça peut être nos clients sur certains aspects, notamment ce qu'on appelle la marque employeur, le marketing RH, mais on n'est pas dans on ne va pas s'occuper du recrutement. Notre travail s'arrête à partir du moment où on livre tant de candidats à une entreprise. Donc concrètement, c'est comme quelqu'un qui fait de l'acquisition clientèle avec de la publicité Facebook pour promouvoir les services et qui refait, on va dire, la facette de l'entreprise pour être sexy pour les clients. Tu fais la même chose, mais tu te sers des mêmes outils pour attirer des candidats et tu rends l'entreprise sexy, mais pour attirer des candidats. Donc le même métier, mais à une fin différente. Exactement, en fait, comment c'est venu, tout simplement, c'est, moi je connaissais les méthodes de web marketing classiques et je me suis tout simplement demandé pourquoi on n'utilisait pas ces mêmes méthodes pour faire de l'acquisition candidat. Et ça peut paraître naïf, mais aujourd'hui en France, ça n'existe pratiquement pas. Et en testant, on réussit des fois des choses intéressantes. Et ça, tu as commencé donc il y a 3-4 mois concrètement environ. Exactement, c'est tout jeune, c'est tout récent dès le début en fait il y a eu des résultats donc on a continué et puis on améliore toujours les méthodes d'acquisition. Ok. Et dans les questions un peu qu'on a, c'est à quoi ressemblent tes clients, leur profil et où est-ce que tu es aussi géographiquement? J'ai reçu la question aussi. D'accord, alors donc l'entreprise et l'activité a commencé à Laval, en Mayenne, donc un département très rural, qui a une particularité, c'est un des départements de France, voire le département de France, en tout cas dans les premiers, qui observe le plus faible taux de chômage, donc avec quand même une grosse souffrance en termes de recrutement. Donc voilà, c'est vrai que la localisation est pas forcément idéale et c'est pour ça que c'est aussi quelque chose d'intéressant à signifier, c'est qu'on n'est pas obligé d'être en région parisienne ou en région lyonnaise ou en région nantaise pour avoir des résultats. On peut l'avoir dans des départements ruraux. Voilà. L'autre question, c'est quel est le profil de tes clients? Genre, tes clients type, c'est qui? Alors, les clients types de l'agence aujourd'hui sont plutôt des grosses PME à partir de 10-20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout secteur d'activité confondu, malgré une prédominance quand même assez forte sur la grande distribution, on va dire le commerce. Et puis on a aussi de l'industrie, on a des boîtes de software qui nous demandent des prestations, mais que des gros clients. Quand tu parles de grande distribution, tu as des noms comme ça juste pour qu'on ait une idée de qui c'est concrètement? Bien sûr, dans nos clients on compte Super U, donc c'est le groupe Système U, Centracor, King Jouet, la compagnie du lit par exemple, pour ce qui est de la grande distribution. Donc des gens qui cherchent à recruter évidemment, qui ont sûrement quand même un turnover assez important.
et qui cherchent j'imagine des vendeurs, des gens pour gérer aussi le stockage, tout ça. Enfin, Ouais, exactement. L'objectif, nous, on n'a que des clients qui ont soit deux types de profils, soit un fort besoin ponctuel de recrutement, soit, deuxième chose, un besoin de flux continu de candidats rentrants. Donc ça peut être que des sociétés qui ont une taille quand même assez importante. ok. Donc c'est un peu, pour exemple, quand je vous parle de recrutement sur le web, je vous citais souvent les usines. Les usines, typiquement, elles ont souvent un gros turnover. Donc quand une usine a 300, 400, 500 employés, il n'est pas rare que tous les mois, elles doivent en remplacer 10 ou 15. Et quand on est dans ces nombres-là d'embauches à générer, c'est là où ils ont besoin de nous, typiquement. Donc toi, tu te situes un peu là-dedans. Exactement. Ok. Alors, il y a eu beaucoup de questions quand j'ai partagé un peu ton profil type de client sur Instagram, notamment au niveau de l'acquisition clientèle. Alors, on comprend ce que tu leur vends, on comprend à quel problème tu réponds, hein, un problème de recrutement. On met entre parenthèses quand même que vous le savez, et si vous ne le savez pas, je préfère vous le dire, on est quand même dans une situation de pénurie de main-d'œuvre de plus en plus marquée, que ce soit en France ou au Québec. Il y a de plus en plus de domaines, depuis le Covid, hein, on ne va pas se le cacher, où on manque de main-d'œuvre, où les entreprises n'arrivent pas à recruter. Donc j'imagine qu'il y a quand même une demande croissante pour tes services. Ouais, c'est en pleine explosion. Disons qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle en start-up des formations professionnelles, mais dans le time to market, quoi. On est vraiment dans le moment du marché qui a le plus de souffrance et qui est en capacité de s'offrir ce type de service parce que voilà, quand on commence à perdre de l'argent parce qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre, de personnel qualifié pour travailler, là on commence à penser à des solutions alternatives. Et c'est un peu sur cette vague que je surfe. Ok. Bon, donc t'es sympa de le partager parce que dans le dropshipping, il aurait gardé son bon produit qui marche pour lui. Mais bon, on va dire que là, globalement, ce que tu es en train de dire, ce qui est quelque chose que je partage aussi depuis quelques mois, c'est que on est toujours focus sur l'acquisition clientèle, souvent aussi parce que quand on démarre, nous-mêmes, on est en recherche de clients. Mais en réalité, il y a aussi tout un business autour du recrutement. Exactement, et moi-même j'invite tout le monde à s'intéresser au recrutement parce que déjà il y a de la place pour tout le monde, on est quand même sur un milieu qui ne va pas s'essouffler, en tout cas je ne le crois pas, j'ai l'intime conviction que non. Et puis c'est hyper intéressant parce que on touche à des sensibilités collaborateurs, donc ça nous pousse aussi à avoir des discours un peu différents du web marketing classique et du coup on apprend beaucoup de choses d'un point de vue de la psychologie humaine, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Ok, cool. Parmi les questions qui sont envoyées très souvent, du coup, il y a quelles sont tes méthodes de prospection. En fait, il y a une tonne de questions sur comment est-ce que tu as pu closer des gros clients rapidement. Parce que, pour rappel, alors, tu as combien de chiffre d'affaires là, environ? Alors au bout de 3-4 mois d'activité, l'agence était à 20 000 euros par mois environ de chiffre d'affaires. Voilà, on est en croissance permanente, Ouais. à peu près. Donc, forcément, avec ces chiffres-là, tu imagines bien que les questions qui reviennent, c'est comment en 3-4 mois tu arrives à avoir ce genre de revenus. En plus, pour le moment, tu es seul. On en parlera de la délégation après, mais pour le moment, tu es seul. Donc, c'est quand même c'est de la forte marge. C'est très rentable comme business model, vous le savez. Donc, comment tu as fait pour en arriver aussi rapidement à ce niveau-là? Comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients? Et quelles sont les méthodes de prospection que tu mets en place maintenant au quotidien dans ton agence? Alors, les méthodes de prospection, il a fallu que je remette en question en fait l'intégralité de ce que je connaissais parce que je sais que dans tes contenus et sur ton audience, tu promeus beaucoup le BNI et c'est très très bien pour la plupart d'entre vous qui prospectent des entreprises de TPE et des PME. Pour moi, ça n'a pas fonctionné très clairement parce que il faut bien se mettre à l'idée que quand on a besoin de services de recrutement, c'est que, comme je l'ai dit, il faut avoir un besoin de flux continu de candidats. Et donc, quand on a besoin d'un flux continu de candidats, c'est forcément une entreprise d'une certaine taille. Donc, on a les entreprises que je cherche et les personnes que je cherche sont des DRH ou des chefs d'entreprise à partir de 10-20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour atteindre ces entreprises-là, les BNI sont trop petits et trop faibles. Donc, mais j'ai quand même essayé, mais j'ai rapidement abandonné parce que j'ai vu que voilà, ça n'allait pas aller. C'est pareil pour l'acquisition clientèle au final. Si on veut taper du gros client, 10, 20, 30 millions de chiffre d'affaires et plus, parce que toi tu as parlé à des gens qui touchent le milliard quand même aussi, Oui. là c'est une fourchette basse dont on parle.
clairement, on va s'éloigner des BNI. Les BNI, c'est des boîtes qui font 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est déjà très bien pour des petits contrats, mais si vous voulez signer des contrats à 10 000 par mois, c'est clairement pas là qu'on doit se diriger. Non, clairement, et donc il faut utiliser les bons canaux pour ça. Et en France, bah, c'est très simple, hein. Vous avez le MEDEF, Réseau Entreprendre, qui est un super réseau, et je le conseille à tout le monde parce que c'est un réseau qui est très ouvert et qui accepte aussi des profils un peu différents. Ça a été par exemple deux canaux d'acquisition qui ont été assez importants. Et puis ne pas hésiter à aller frapper aux portes, tout simplement, d'entreprises qui peuvent faire peur aussi a priori, mais finalement a posteriori pas du tout, parce que bah voilà, ce sont des êtres humains comme tout le monde, et donc bah, ils ont aussi des besoins, et ils ont aussi des souffrances et des douleurs, et vous pouvez y répondre avec vos services. Surtout qu'en plus de ça, il y a autre chose, c'est que quand la plupart des gens ont peur d'aller voir ces gens-là, donc quand vous n'avez pas peur, eh ben vous avez une carte à jouer à ce sujet. Oui, parce qu'en fait, dans le monde du SMMA, typiquement, il y a une période où tout le monde parlait des salles de sport, d'aller aider les coachs de sport, d'aller aider les boulangeries, les restaurants, etc. Mais le truc, c'est que tout le monde va prospecter les salles de sport, les boulangeries, les restaurants, etc. Et franchement, étant donné consultant, on a accompagné maintenant bien plus de 1200 personnes. Et puis dans l'écosystème, on a vu passer des centaines et des centaines de consultants. Mais je suis sûr que même pas 1% d'entre eux ont eu entre guillemets le courage, parce que c'était pas mon cas non plus, je vous rassure, d'aller voir des boîtes qui font des dizaines de millions. Moi personnellement, au démarrage, jamais je me serais dit un patron de Super U va m'écouter. Jamais je me le serais dit. Donc ce qui fait que quelque part, vous savez, on parle souvent de l'océan rouge, l'océan bleu. L'océan rouge, c'est très concurrentiel, et l'océan bleu, où il n'y a plus aucun concurrent. Mais en fait, quand on y réfléchit, monter un peu dans les clients, aller voir ce genre de boîte, c'est un peu un océan bleu du SLMA. Oui, bien sûr. Et puis, ils sont pas inaccessibles. Alors, je vais pas cacher quand même que l'effort est un peu différent. Mais disons que quand on comprend comment fonctionnent ces personnes-là et comment ils fonctionnent, c'est très simple, hein. Il faut les relancer régulièrement. Il faut créer en fait exactement je pense que ce que Valentin vous conseille aussi au quotidien, c'est-à-dire de créer de l'émotion avec eux, de créer du contact, du lien. Ils sont comme tout le monde, et à un moment donné ils vous écoutent, et si vous avez quelque chose qui a de la valeur et qui est qualitative, hein, et qui répond surtout à leur souffrance, j'aime bien le mot souffrance parce que c'est assez fort, donc c'est vraiment ça que j'essaye moi d'aller chercher. Et la deuxième chose, c'est l'aide. J'essaye de leur proposer mon aide sur quelque chose qui ils ne connaissent tout simplement pas, parce que même si on est DRH d'une très grosse société, recruter via le web, ça s'arrête à des job boards classiques comme Le Bon Coin ou Hello Work ou des choses comme ça, qu'on utilise d'ailleurs entre parenthèses pas du tout. Donc voilà, globalement. Ouais. Et un truc que tu m'as dit qui était super intéressant, c'est que très souvent on va se dire que quelqu'un qui a déjà réussi à un niveau financier exceptionnel n'aura pas besoin de nous, qu'on n'est pas légitime pour aller le voir. Mais en réalité, tu me disais, même le PDG d'une boîte qui fait 200 millions, qui a 60 ans, même s'il est très bon dans son métier, qui peut être, je sais pas, du transport, la grande distribution, peu importe, il y connaît peut-être tout simplement rien au web. Et en fait, peu importe ton chiffre d'affaires et son chiffre d'affaires, tu peux quand même lui apporter quelque chose. Bien sûr, même au contraire, généralement les gens qui font beaucoup de chiffre d'affaires sont plongés dans le travail, ils sont sur un ancien modèle, et ils recherchent en fait ce type de service. Et alors là, c'est complètement, moi je fais de l'acquisition de candidats, mais c'est valable aussi pour l'acquisition de clients. Et du coup, vous êtes une opportunité, clairement, pour ce type de profil. D'autant plus que les chefs d'entreprise français en général sont quand même d'un certain âge, et donc ne sont pas nés avec ne sont pas digital native. Et donc forcément, il y a une carte à jouer avec ça, parce que vous connaissez le contexte, vous connaissez les réseaux sociaux, et vous pouvez leur apporter énormément de résultats. Donc le premier résumé, c'est que faut faire du réseau, mais avec les canaux adaptés. Donc plutôt que les BNI, etc., on va aller vers des MEDEF et ce genre de réseau où on a des patrons de boîtes beaucoup plus intéressantes d'un point de vue potentiel économique. C'est le premier point. Ensuite, on se sert de ces réseaux pour connecter avec les décisionnaires de ces boîtes-là, parce qu'on n'oublie pas que peu importe leur chiffre d'affaires, ça reste des humains qui ont des souffrances et des besoins aussi. Ok. J'ai d'autres questions pour venir compléter ça. D'abord,
Toi, personnellement, est-ce que tu avais déjà des clients ou des études de cas à montrer? Parce que atteindre un chef d'entreprise, arriver à lui parler, c'est une chose, mais comment tu as fait pour capter son attention et surtout pour paraître crédible? Est-ce qu'il t'a demandé tes réalisations, ton portfolio? Comment tu as fait pour être crédible face à eux? Ouais, c'est une bonne question. Alors, effectivement, moi j'ai eu la chance d'avoir un premier client qui était un Centracor qui m'a fait confiance et je remercie encore ce Centracor de m'avoir fait confiance sur ça parce que bah voilà, on a pu montrer ces résultats et on a pu faire cette première étude de cas. Après, c'est valable avec tout milieu. Disons que je pense que si on était sur un budget qui était relativement aux alentours de 5 000 euros, on peut aussi le faire avec un budget de 1000. Voilà, on n'était pas sur des budgets non plus extraordinaires, mais ça a permis derrière de générer des chiffres que j'ai pu montrer. J'ai fait aussi des interviews derrière. Donc je me suis servi de cette étude de cas pour derrière aller chercher d'autres types de centres-accords, d'autres types de grandes surfaces, etc. etc. Et effectivement, derrière, ça fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit, et puis c'est comme ça que j'ai pu faire des tests en place, parce que chaque fois, le process il est simple, c'est un POC, des tests pendant un certain laps de temps, et puis derrière, on continue le projet. Ok. Et donc, bon, ok, donc tu as eu un premier client qui t'a aidé, qui t'a fait confiance et ce qui t'a ouvert ensuite des possibilités pour les suivants. Mais en 3 mois, comment tu as fait pour obtenir les compétences pour pouvoir livrer ces clients? Parce que ça, c'est une autre problématique. La plupart des consultants n'osent pas aller voir des gros clients par peur de ne pas pouvoir les livrer, apporter des résultats. Comment toi, tu as fait en 3 mois pour donc, déjà travailler ton réseau au point d'aller déjà signer pour 20 000 par mois, mais en plus pour obtenir les compétences pour les livrer? Alors au début j'ai fait tout simplement moi-même en galérant un petit peu, mais je pense que c'est une obligation parce qu'il faut comprendre aussi comment ça fonctionne, et un client ne vous en voudra jamais si vous êtes honnête avec lui de lui dire écoute, moi je suis encore en phase d'apprentissage, même des gros clients. Et derrière, j'ai très très rapidement délégué à plusieurs personnes sur les compétences que je ne connaissais pas. Alors, juste avant de passer à la délégation, ça veut dire que quand tu t'es lancé et en allant voir tes premiers clients, tu assumais le fait de ne pas être un expert à 100%. Bien sûr. Tu as accepté le fait que tu allais te renforcer tes compétences pendant tes premiers clients. Oui, c'était un deal en fait avec les clients, c'est-à-dire que alors moi j'ai accepté de ne pas forcément me rémunérer à 100%. C'était sur un client, hein, donc il n'y a pas. Le tout premier qui t'a fait confiance. Le tout premier qui m'a fait confiance. Et puis j'étais une éponge sur tout ce qui pouvait se passer à la fois en interne dans les campagnes techniques, mais aussi sur le ressenti du client, enfin de la cliente en l'occurrence, puisque c'était une DRH. Et puis voilà, l'idée c'est vraiment d'être une éponge de tout ce qui peut se passer en bien et en mal. Et puis derrière, de se dire, ok, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire aussi, parce qu'il y a ça aussi. Et puis de travailler là-dessus, et après, de plutôt déléguer. Qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui pensent qu'il faut d'abord se former pendant des mois et être un expert avant de commencer la prospection? Alors moi je suis à l'inverse, je suis à l'école inverse, puisque l'école de la startup et du digital, en fait, si vous faites ça, vous êtes mort. Je suis assez cash, mais si vous faites ça, vous êtes mort, parce que tout évolue très très vite, tout est en permanence, en changement permanent. Et donc moi je conseille plutôt de faire, d'échouer, d'apprendre, de refaire, d'échouer, d'apprendre. C'est comme ça et seulement comme ça en fait que vous allez pouvoir avoir des résultats pour les clients. Et effectivement, ça peut paraître difficile au début d'accepter un client et puis d'être un petit peu une poule devant un couteau, quoi, en se disant je vais pas réussir à délivrer correctement. En fait, déjà c'est faux, parce que vous allez forcément réussir à délivrer quelque chose. Et puis la deuxième chose, c'est que il faut bien commencer pour apprendre, et puis vous allez apprendre beaucoup plus en faisant qu'en étant à 100% sur la théorie. Voilà. Il faut passer à l'acte le plus rapidement possible, à une condition, c'est d'apprendre de ses erreurs. Ça, c'est hyper important. Ok, ouais. Donc pour clôturer un peu le côté acquisition clientèle, en gros, on trouve les bons réseaux, on ose. Parce qu'en fait, c'est avant tout oser aller voir des gros. Si vous voulez gagner rapidement 5, 10, 15, 20 000 et plus par mois, il faut oser aller voir ceux qui ont les moyens de vous payer ces montants-là. Donc ça, c'est le premier point. Oser vers les bons canaux.
et même si vous n'avez pas encore l'expertise, parce qu'il faut accepter simplement qu'il va y avoir une progression autant dans la compétence que dans l'acquisition clientèle concrètement. Les premiers rendez-vous, j'imagine, vont pas forcément bien se passer, mais il faut accepter autant d'apprendre au niveau de l'acquisition clientèle, que vous allez vous améliorer d'un prospect à l'autre, que dans la livraison d'une campagne à l'autre, vous allez vous améliorer et ça ne s'arrêtera jamais. Et vous continuerez de vous former parce que comme tu disais, tous les outils évoluent très vite. Ok pour l'acquisition, alors je regarde rapidement, non, il n'y avait pas d'autres grosses questions sur l'acquisition. Quand même une qui est, on peut la comprendre de plusieurs façons, mais comment est-ce que tu arrivais à convaincre les gens de signer avec toi? Parce que tu n'avais pas forcément énormément d'études de cas, pas énormément d'expérience, comment tu arrivais à vraiment convaincre la personne de t'écouter et finalement de signer avec toi? Alors, au niveau de l'argumentaire commercial pur, comme j'ai dit, il y a une grosse souffrance déjà dans le recrutement, donc c'est leur poser la question tout simplement de mettre le doigt sur leur souffrance, sur leur douleur. Il y a un gros scepticisme sur les nouvelles façons de faire, sur le marché francophone en général, et c'est vrai que j'ai été confronté à énormément de RH, des RH qui me disent mais oui, mais si ça fonctionnait si ça fonctionnait si bien, ça se saurait. En fait, la réponse c'est ça se sait, mais vous ne le savez pas encore, et je vous propose de tester, de faire un poke. Ce que j'ai dit. Il faut oser dire les choses, quoi. Voilà, il faut oser dire les choses, et oser dire les choses, c'est hyper important d'être poli, mais ferme sur que ça fonctionne, et que en fait, si lui ou elle n'y croit pas, c'est pas de votre faute, c'est plutôt qu'il faut s'informer. D'autant plus que quand vous avez votre première étude de cas, pas besoin d'en avoir 15 000, et vous pouvez montrer les chiffres, voilà. Et puis un petit tips, c'est de mettre avec cette étude de cas le numéro de téléphone, le mail, une photo éventuellement, pour que votre prospect puisse contacter et au moins se projeter avec son homologue qui lui ou elle a réussi à avoir des résultats avec votre méthode. Donc l'étude de cas client reste quand même un bel outil de prospect, enfin pour convaincre, de persuasion, on va dire. Oui, et puis d'axer sur les souffrances au niveau de l'argumentaire client. Voilà, ne pas hésiter à leur dire, à leur demander, ça c'est valable en recrutement mais aussi en acquisition client, combien vous perdez d'argent à ne pas recruter, combien vous perdez d'argent à ne pas avoir plus de clients. Essayez de pointer sur leurs difficultés du moment. Si vous ont reçu, si vous avez votre fameux R1, c'est qu'à un moment donné, ils prennent de leur temps et ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc il faut que vous arriviez à pointer sur cette douleur, sur cette souffrance. Ok, très bien. Et j'aurais deux autres questions pour toi. La première, c'est, tu as parlé de délégation. Très rapidement, tu as commencé à déléguer, donc en à peine 3 mois, tu as déjà la phase de délégation. Qu'est-ce que tu as délégué en premier et quand tu t'es organisé pour déléguer? Alors moi j'ai un profil, mais je dis souvent je ne sais rien faire à part faire les rendez-vous commerciaux. Moi je suis un passionné de base, un passionné du recrutement et puis un passionné de l'échange humain en général. Donc moi j'aime bien faire cette partie clientèle, et je pense que c'est hyper important de garder cette partie-là. Dans le sens où il faut pouvoir maîtriser sa communication et maîtriser le discours commercial, comme je viens de le dire avec de nombreux tips. Et donc moi je suis très mauvais en technique et c'est quelque chose que je n'aime pas tout simplement. Donc déjà si vous aimez pas forcément une partie, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et j'ai très très vite délégué en fait cette partie technique à quelqu'un de très bon et qui a permis derrière de me soulager mentalement sur ces capacités que je n'avais pas, et puis de me concentrer sur la partie commerce. Et je pense que ça c'est un point qui est vraiment très important, c'est se concentrer sur les points où on est bon, et si vous êtes bon sur la partie technique, il faut aussi se concentrer sur cette partie là, je pense, parce que il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire. Puis de façon générale, j'ai envie de dire que de trouver quelqu'un à qui déléguer la prospection MEDEF va quand même être plus compliqué que de trouver quelqu'un qui peut s'occuper à notre place des campagnes de pub. Exactement, et puis il y a un autre truc aussi, c'est que
Quand on a une agence, on est en fait le visage de l'agence et donc forcément, voilà, c'est important quand on est au tout début. Ça fait partie de l'apprentissage en fait, hein, d'aller voir, de se confronter aux choses. C'est le chemin de la difficulté. Moi, je dis, c'est souvent le chemin de la difficulté, mais en fait, c'est la difficulté pour derrière gagner, et on gagne par l'apprentissage. On ne gagne pas par la facilité. Et je pense que voilà, on peut aller facilement. C'est très facile. Hein, voilà, www.medef.com. Vous allez sur le Medef de votre ville. Vous vous demandez à intégrer souvent ils vous invitent à un événement, et puis vous faites votre petit bonhomme de chemin. Ne soyez pas pressé, ça peut durer un peu de temps, mais il faut créer des liens, et puis derrière vous vendez vos services, vos prestations, vous voyez comment les gens réagissent, et en fonction de ça vous bougez. Ok, très bien. Et donc quand on commence à déléguer, on délègue toujours d'abord la production et non pas l'acquisition clientèle. Ok. Est-ce que tu as d'autres conseils rapides par rapport à la délégation pour que ça se passe bien dès le démarrage? Alors par rapport à la délégation, moi je conseille toujours de faire des premiers contrats avec la personne que vous pensez qui va être compétente pour votre partie, pour la partie technique, et puis de laisser une certaine forme de liberté aussi, parce que vous allez déléguer à un freelance forcément, ou alors un salarié si vous marchez bien dès le début, mais je conseille plutôt du freelancing au départ. Et puis, faut pas oublier que c'est des gens comme vous et moi, c'est-à-dire ce sont des patrons d'entreprise. Donc, on ne peut pas se permettre de lui dire fais comme ci, fais comme ça. Il faut être beaucoup plus dans un mindset de partenariat qu'un mindset de patron salarié. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup, alors moins dans l'agence, mais plus dans les startups. Voilà, c'est mon bébé, c'est moi qui décide. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment aller dans cette notion de partenariat. Si vous déléguez, il y a une raison. Ça veut dire que vous avez une lacune technique, et donc il faut faire confiance de A à Z à cette personne-là, tout en ayant un esprit critique bien sûr et en étant constructif. Mais je pense que voilà, c'est un tips comme ça. Ok. Écoute, très bien. Ma dernière question, c'était quel est ton objectif du coup d'ici fin 2022 en termes de revenus pour ton agence? Alors l'objectif, aujourd'hui on touche des boîtes aux alentours de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires qui rapportent grosso modo une vingtaine de milliers d'euros par mois. L'objectif est d'atteindre presque 100 000 euros d'ici la fin de l'année, hein. Donc voilà, c'est un objectif qui est tout à fait faisable dans le sens où on est sur un marché qui attend demande. Et voilà, l'objectif est et puis de construire d'autres systèmes d'acquisition aussi de clients qui permet de grossir en général l'agence. Oui, tu es en train de préparer pour tes clients des livres blancs. Enfin, vous connaissez les méthodologies, mais des livres blancs sur le recrutement par le web, etc. Exactement, une chaîne YouTube, etc. Pour donner aussi, ça c'est quelque chose d'hyper important, c'est que la grosse force de l'agence dans le recrutement, c'est qu'on a un feedback énorme sur ce qui fonctionne dans le recrutement et ce qui ne fonctionne pas. Et donc l'objectif, c'est tout simplement de donner les clés aux gens qui souhaitent, qui sont ouverts à ça. Et derrière, c'est possiblement des prospects et des clients qui peuvent rentrer derrière sur l'agence, quoi. Donc tu vas continuer le réseau d'un côté pour aller en direct chercher tes gros clients et commencer une stratégie contenu pour essayer d'automatiser aussi l'acquisition clientèle. Exactement. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. On va faire une autre vidéo, je pense, davantage sur les services, sur le côté plus technique du recrutement sur le web et sur ce que tu conseilles à ce niveau-là. Donc si ça vous intéresse, surveillez la chaîne parce qu'il y aura une deuxième vidéo avec Guillaume, mais davantage sur le service pur du recrutement sur le web. Écoute, si quelqu'un veut te poser des questions, est-ce qu'il peut te joindre à un endroit particulier? Alors sur mon LinkedIn principalement, je suis assez actif sur LinkedIn et au contraire, je suis ouvert et très volontaire sur les questions. Au contraire, si je peux donner des tips, des conseils, avec grand plaisir. Guillaume Leboub. Très bien, donc on pourra te trouver sur LinkedIn. Écoute, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt tout le monde et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.